Hello à tous, j'espère que ça va bien, c'est Wanderer, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Philo. Changement de décor, vous avez vu, j'ai encore bougé d'endroit, j'arrête pas de bouger en fait. C'est un peu pour ça que je m'appelle Wanderer. Plus de détails bientôt à venir sur toutes mes pérégrinations. Mais aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour poursuivre notre lecture du Précis de philosophie de François-Joseph Tonard. On avance bien. Aujourd'hui, on va parler de la logique. C'est l'objet du premier traité du livre. Donc, pour rappel, à l'épisode précédent, on avait parlé de l'abstraction, on avait parlé de ce que sont les idées abstraites, et puis enfin de l'organisation de la philosophie de manière générale entre philosophie spéculative et philosophie pratique. Voilà, on avait enfin terminé cette introduction très conséquente. Eh bien, il est temps de commencer à attaquer la logique. C'est parti. Alors, la logique, l'objet du premier traité du précis de philosophie de Tonard. Je dois dire que c'est pas la vidéo qui m'enthousiasme le plus de faire, et pour une raison simple, c'est que la logique c'est une technique préparatoire à l'étude des grandes vérités qui, elles, m'intéressent davantage, vous voyez. C'est-à-dire que c'est intéressant, c'est bien, c'est important d'être logique, de savoir comment bien raisonner, mais dans l'absolu, c'est pas franchement indispensable pour faire de la philosophie. Et moi, c'est plus ça qui m'intéresse. En fait, la logique, c'est plus ou moins comme l'échauffement avant le début du match. Donc voilà. Mais bon, on passe évidemment par cette étape pour se préparer à la suite qui sera d'autant plus intéressante. Et d'ailleurs, j'étais amusé de lire l'auteur qui lui-même utilise ces termes. Il dit: la logique scientifique, celle dont nous entreprenons l'exposé, n'est donc pas absolument indispensable. Les premiers philosophes grecs jusqu'à Platon ont découvert, sans son aide, bon nombre de vérités. Car c'est Aristote le premier qui l'établit en réfléchissant sur les méthodes et les procédés scientifiques de ses prédécesseurs. Voilà, donc super quoi. On a un gros pavé à lire et on nous dit en gros, ouais, bon, on n'en a pas plus besoin que ça quoi. Mais ensuite, on peut lire quand même: mais la raison privée de cette aide est condamnée à de longs détours et de multiples tâtonnements avec de graves dangers d'erreur. L'imperfection des premiers philosophes le prouve assez. Bref, en somme, c'est pas une perte de temps, mais c'est l'étape préparatoire à ce qui sera le corps de l'étude et de ma démarche de recherche de vérité, de philosophie. Bref, voilà, alors, on attaque. Déjà, qu'est-ce que c'est la logique à proprement parler? Selon les termes de l'auteur, la logique c'est la discipline qui enseigne les règles au moyen desquelles la raison humaine peut acquérir avec ordre, facilité et sans erreur l'ensemble des sciences. Rien que ça, donc effectivement, ça vaut le détour. Et alors, première remarque sur ce point, dans cette lecture du premier traité, j'aime beaucoup l'insistance que met l'auteur sur la notion du bon sens, et que ce soit quelque chose d'universel, et surtout quelque chose qui mérite que l'on s'y fie, suffisamment justifié pour qu'on se dise que voilà, le bon sens est tout à fait valable quand on est face à une situation qui exige de raisonner. Parce que l'auteur se pose la question justement de savoir comment est-ce que la logique peut former les sciences alors qu'elles commencent quand celles-ci sont terminées. Et il explique: il faut concéder l'existence d'une logique naturelle qui n'est autre que l'aptitude spontanée de notre raison à se diriger convenablement vers la vérité. On l'appelle d'ordinaire le bon sens parce qu'elle en est le premier fruit et comme le prolongement à travers toutes les recherches scientifiques. Il faut donc se fier à ce bon vieux bon sens. Et d'ailleurs, Descartes a dit du bon sens qu'il est la chose du monde la mieux partagée. Sacré Descartes. Alors, la logique, comme on vient de le voir, c'est ce qui permet du coup de faire de la science correctement. Plus précisément, ça permet d'éviter de faire des erreurs. L'auteur dit à ce sujet: quand nous nous portons vers la science, nous pouvons manquer le but de deux façons: en raisonnant mal sur des données justes ou en raisonnant bien sur des données fausses. Voilà, donc le but de la logique, c'est d'éviter ces deux biais dans le raisonnement. L'auteur constitue son traité en deux parties. D'abord la logique formelle, et puis la logique matérielle. Alors, selon ce qu'il en dit lui-même, les premières règles concernent la forme même que doit revêtir notre pensée dans ses développements, quel que soit le domaine où elle s'exerce. Elles constituent la logique formelle. Les autres concernent la matière ou l'objet de nos idées et de nos jugements. Elles constituent la logique matérielle. Bon,
Donc pour faire simple, la logique formelle, c'est les lois qui régissent la bonne manière de raisonner, et la logique matérielle, c'est le contenu de cette manière de raisonner. C'est un peu comme quand on parle, en faisant l'analyse d'un texte ou d'un discours, du fond et de la forme. Et ben là, c'est pareil pour la logique, quoi. La forme du raisonnement et puis le fond du discours. Je dois dire d'ailleurs que à la lecture de cet ouvrage, moi, c'est surtout la partie sur la logique formelle qui a relevé mon intérêt. Elle permet d'expliquer quelles sont les bonnes règles de raisonner. C'est ça qui est utile, à mon sens, pour pouvoir faire tout type de raisonnement ensuite dans l'avenir. Et en revanche, la partie sur la logique matérielle, je la trouve très descriptive. Voilà, il y a beaucoup de contenu sur la méthodologie des différentes sciences, etc. Bon, c'est pas inintéressant, mais pour des raisons d'efficacité, je préfère me concentrer en particulier sur la partie de la logique formelle. Donc si la partie sur la logique matérielle vous intéresse aussi, bah, n'hésitez pas à les lire, ça vaut aussi le détour. Alors, c'est parti. La logique, on considère qu'il y a dans la logique 3 actes de l'esprit. Tout d'abord, la simple appréhension, puis le jugement et enfin le raisonnement. La simple appréhension, c'est l'acte par lequel notre intelligence saisit une nature sans en rien affirmer ou nier. En gros, c'est la première impression, quoi. Dans tout type de situation, hop, paf, il y a un truc qui arrive. Mais c'est très bref parce que vient très vite ensuite le jugement, qui est l'esprit qui se détermine en exprimant un rapport d'identité ou de non-identité avec la chose que l'on perçoit là, la nature. Cette chose est ça ou cette chose n'est pas ça. Voilà. Et le raisonnement, enfin. Alors, le raisonnement, bah, c'est ce qui permet de tirer des conclusions de ce que l'on a compris dans les étapes précédentes pour arriver vers une nouvelle vérité. L'auteur le formule bien mieux que moi, il dit « Le raisonnement est l'acte par lequel notre esprit tire de vérités préalablement connues la connaissance d'une nouvelle vérité. C'est en ce sens le passage d'une vérité à une autre. » Comment fonctionne le raisonnement ? Le raisonnement fonctionne en 2 étapes. D'abord une étape d'induction et puis une étape de déduction. L'induction, c'est la compilation de faits d'expériences, de cas individuels, desquels on peut déterminer par abstraction une loi générale, universelle. C'est justement la fonction abstractive de notre intelligence dont on a parlé à l'épisode précédent qui nous permet de faire ce genre de raisonnement. De ce fait, on peut lire que l'abstraction, c'est l'âme de l'induction. Et la déduction est aussi appelée le syllogisme. C'est l'inverse en fait, c'est-à-dire que c'est le point de départ, la loi générale, que l'on peut appliquer à une multitude de cas singuliers, individuels. On connaît en particulier le syllogisme judiciaire pour ce qui est de cette déduction, c'est-à-dire que c'est l'application de la loi à un cas d'espèce. Mais en fait, c'est quelque chose qui s'applique en tout lieu où il y a recours à la logique, et donc en fait à toute science. On peut lire en citation sur le syllogisme qu'il s'agit du raisonnement par lequel l'esprit, en comparant 2 concepts objectifs à un même troisième, reconnaît qu'il s'identifie ou qu'il s'exclut. Donc le fondement du syllogisme repose sur les principes d'identité et de contradiction. Il s'agit de voir en fait si l'objet étudié correspond ou non aux 2 objets qui sont dans la prémisse du raisonnement. Justement, dans cette prémisse du raisonnement, il y a ce qui s'appelle le moyen terme, qui est appelé l'âme du syllogisme, comme l'abstraction et l'âme de l'induction, selon ce que l'on lit dans cet ouvrage. En fait, pour se le représenter de manière imagée et plus simple, j'aime bien concevoir le raisonnement complet comme une forme de sablier. On a une structure qui se décompose tout d'abord de la partie de l'induction, qui va des cas singuliers à la loi générale, et puis vient ensuite la déduction, qui part de la loi générale pour s'appliquer au cas universel. Prenons un exemple judiciaire parlant, pour expliquer bien de quoi il s'agit. Un observateur constate que les hommes ont l'assassinat des innocents en horreur. Il en déduit l'existence d'une loi universelle qui interdit l'assassinat des innocents. C'est la première partie, l'induction. Or, Pierre a assassiné un innocent, donc Pierre a transgressé la loi morale. Déduction.
Voilà, donc la fin du syllogisme, c'est la conclusion de l'ensemble du raisonnement. Donc en fait, comme on peut le voir, c'est l'induction qui est à la base de tout type de raisonnement et donc de toute science. Or, justement, dans la vie pratique, nul besoin de se retaper toute l'étape d'induction pour pouvoir avancer dans l'ordre des sciences. Il suffit de se considérer valable la loi générale qui a été formulée par l'étape de l'induction pour continuer à avancer. On se sert presque exclusivement du syllogisme au bout du compte. Mais il est bon de se rappeler que c'est d'abord la partie de l'induction qui est préalable pour fonder la loi universelle sur laquelle se base le syllogisme et sur laquelle ensuite on avance dans l'ordre des sciences. Il y a justement sur ce point cette citation: l'induction étant un raisonnement irréductible au syllogisme se fonde sur un principe suprême très différent qu'on peut formuler ainsi: ce qui est vrai des parties subjectives suffisamment énumérées est vrai également du tout universel ou de la nature que ces sujets réalisent. Ouais, bon, c'est des grandes phrases un peu complexes, mais j'aime à rappeler simplement que voilà, l'induction, c'est ce qui permet à l'origine de dégager la loi universelle sur laquelle ensuite on raisonne pour tirer de nouvelles vérités, de nouvelles conclusions, et que c'est ça qui est le fondement des sciences. C'est intéressant. Ouais. Pour raisonner, on s'appuie sur des concepts. Les concepts, c'est pas quelque chose qui est réservé aux sciences ou quelque chose de très poussé intellectuellement, parce qu'on y a recours au quotidien en fait, tellement qu'on s'en rend pas forcément compte. Un concept, c'est en quelque sorte quelque chose qui représente une partie de la réalité sans s'identifier parfaitement avec elle pour rendre la chose étudiée plus intelligible. On lit sinon de manière plus philosophique et efficace que le concept, c'est l'expression intellectuelle d'une essence ou nature abstraite. Voilà. L'auteur détaille ensuite dans l'ouvrage tous les différents types de concepts auxquels on peut avoir affaire. Bon, moi je fais le choix de ne pas m'attarder davantage là-dessus parce que je pense que c'est pas indispensable. Après, je vous invite bien sûr à aller lire tout cela par vous-même si jamais ça vous intéresse. Je vais juste évoquer deux choses par rapport au concept que je pense être utiles. C'est les notions de compréhension et d'extension. Pour qu'un concept soit opérant, il faut que l'on puisse identifier sa compréhension et son extension. De quoi s'agit-il? La compréhension, c'est l'ensemble des notes constitutives du concept, et l'extension, c'est l'ensemble des individus qui présentent ces notes constitutives et qui sont donc englobés dans le concept. Prenons un exemple simple pour illustrer cette notion de compréhension et d'extension, le concept de voiture. Alors, la compréhension du concept, ça va inclure des choses comme 4 roues, un moteur, un volant, etc. Donc l'extension va inclure tous les véhicules qui présentent ces notes constitutives. Et à l'inverse, elle exclura tous les autres véhicules qui n'ont que 2 roues, donc toutes les motos, tous les vélos, parce que elles n'ont pas 4 roues, ils n'ont pas de moteur, voilà, ce genre de trucs. Et si j'augmente la liste dans ma compréhension, je dis par exemple, je prends maintenant le concept de voiture rouge. Eh bien, l'extension va se réduire en conséquence parce que toutes les voitures qui ne seront pas rouges seront également écartées du concept. D'où cette loi logique, l'extension et la compréhension des idées sont inversement proportionnelles. Voilà donc en synthèse, un raisonnement c'est induction, déduction, on utilise des concepts, les concepts, il y a la notion de compréhension et d'extension. Voilà, qu'est-ce que l'on peut dire de plus de pertinent au sujet du raisonnement? Eh bien il y a cette remarque: un antécédent vrai ne peut engendrer qu'une conclusion vraie. Mais d'un antécédent faux peut sortir n'importe quoi, le vrai comme le faux. Qu'est-ce que c'est l'antécédent? C'est un autre terme un peu technique comme ça utilisé pour quelque chose de simple. C'est la prémisse du raisonnement, c'est-à-dire ce serait l'équivalent de la loi générale dont j'ai parlé là dans le schéma, l'aboutissement de l'induction et le début de la déduction. Si l'antécédent est vrai, la conclusion sera nécessairement vraie. En revanche, voilà, si ce fondement est faux, ça peut à la fois être faux et vrai. Et ça, c'est bon de le savoir, je crois, pour dépister les problèmes qu'il peut y avoir qui, sous l'apparence du vrai, sont en fait faux, ou alors un raisonnement qui n'est pas entièrement vrai en soi, quoi. Évidemment, pour être un bon logicien, il faut partir d'un antécédent vrai. Comme ça, on arrivera à une conclusion vraie. Mais qu'est-ce que ça donne, un antécédent faux qui amène à une conclusion fausse? Bon, ça, il y en a plein. Un exemple de maths permet d'illustrer cela simplement. Quelqu'un doit répondre à la question de savoir combien font 2 plus 2 plus 5, et il part de l'antécédent de croire que 2 plus 2 est égal à 5.
donc il va raisonner 2 plus 2 égale 5, et 5 plus 5 égale 10. La conclusion est fausse, 2 plus 2 plus 5 c'est égal à 9, mais la manière de raisonner était ajustée selon l'antécédent qui lui était faux, c'est-à-dire que pensant que 2 plus 2 est égal à 5, 5 plus 5 était égal à 10 ensuite. Mais donc conclusion fausse et antécédent faux. Qu'est-ce que ça donne, un antécédent faux avec une conclusion vraie? Ça, il y a un exemple un peu plus loufoque que j'apprécie dans l'ouvrage. Donc c'est quelqu'un qui a un mouchoir dans sa poche, d'accord, et qui raisonne de cette manière. La lune est dans ma poche. Or, mon mouchoir est dans la lune, donc mon mouchoir est dans ma poche. La conclusion est vraie, le mouchoir est vraiment dans la poche de cette personne, mais évidemment l'antécédent est faux, la lune n'est pas dans sa poche. Ça peut s'appliquer aussi pour un exemple de physique, là qui est un peu plus pertinent pour ce qui est du progrès dans l'ordre des sciences. L'exemple des objets, la chute des objets lourds et légers. On a un observateur qui lance un boulet de canon dans un ravin et une plume. Et il constate que le boulet de canon tombe plus vite. De même que avec plusieurs objets de masse similaire, il constate que c'est la même chose qui se passe. Donc il en tire par induction la conclusion que les objets lourds tombent plus vite dans le vide que les objets légers. Et quand lui sera posé la question à l'avenir de savoir qu'est-ce qui tombe le premier dans le vide entre le boulet de canon et la plume, eh bien il répondra le boulet de canon parce que ce sont les objets lourds qui tombent le plus vite. Et bien pourtant, donc le raisonnement il semble impeccable. La conclusion est vraie dans une certaine mesure sur Terre. Le boulet de canon va effectivement tomber plus vite que la plume, et pourtant c'est faux, dans la mesure où l'antécédent correct serait de dire que c'est uniquement sur Terre que les objets lourds tombent plus vite que les objets légers, en fonction des frottements de l'air. Parce que dans le vide, les objets de masse différente chutent à la même vitesse. Et voilà comment d'un antécédent faux on tire des conclusions vraies, mais l'antécédent n'était pas exact, et là c'était un problème d'observation. Il aurait fallu isoler la notion de l'air pour faire l'expérience de la chute de ces différents corps, pour voir qu'ils chutent à la même vitesse. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour ce qui est de la logique. Comme je le disais en introduction, il y a un certain nombre d'autres éléments dont l'auteur traite dans la partie sur la logique matérielle, quelques autres éléments aussi de logique formelle. J'ai voulu aller à l'essentiel. En tout cas, moi j'aurais appris des choses vraiment intéressantes en lisant tout ça. C'est rafraîchissant d'avoir ces notions sur la bonne manière de raisonner et ces remarques, parce que on peut mieux percevoir quels sont les raisonnements qui sont biaisés, quelles sont les choses qui nous induisent en erreur sous l'apparence du vrai, et je pense que ça peut avoir une application pratique très intéressante au quotidien, en particulier si on veut observer tout ce qui se dit au niveau des politiques et même de tout ce qui est dans la sphère publique de manière générale, des raisonnements qui, sous couvert de vérité, sont en fait des sophismes, parce que leur prémisse, leur point de départ serait faux, et quand bien même toute la théorie qui en découle serait vraie, si le point de départ est faux, et la conclusion a de fortes chances d'être fausse elle aussi, et donc tout le cortège de politique qui pourrait aller avec également. Voilà, donc la logique c'est sympa, maintenant j'ai très hâte de passer à la suite. Maintenant que l'on est bien équipé, qu'on s'est bien échauffé pour raisonner comme il faut, on va pouvoir philosopher comme des virtuoses, ça va être grandiose. Voilà, prenez soin de vous, c'était Wanderer, à la prochaine, ciao.